Un capitaine expérimenté a calculé des modifications, a essayé et testé l'équipement. Comment un bateau de pêche a-t-il pu disparaître en moins de 4 minutes alors que l'équipage avait survécu à tant de saisons ? En 1981, le bateau de pêche Compass Rose a été construit au Texas. Le navire mesurait 25 mètres de long, 8 mètres de large et 3,8 mètres de profondeur, avec 3 cales pour sa prise. À l'époque, il pouvait transporter un maximum de 95 casiers à crabe empilés sur 3 niveaux sur le pont. Chaque casier pesait un peu plus de 300 kg. En 1985, un nouveau propriétaire nommé David Wilson achète le navire et le rebaptise Destination. En 1992, Wilson envoie le Destination à Seattle, dans l'État de Washington, pour des modifications structurelles. Les ouvriers coupent le navire en deux et installent une section de coque préfabriquée avec de nouvelles cales, tout en surélevant la passerelle d'1 mètre. Ces modifications portent la longueur du Destination à 30 mètres et sa largeur à 9,8 mètres. En octobre 1992, avant que les modifications ne soient terminées, Wilson engage un architecte naval pour calculer la stabilité et les exigences de chargement. Il n'existe aucun plan de construction pour les modifications, donc les architectes réalisent leur propre dessin du navire afin de calculer la stabilité et de fournir un rapport. Il se fit au capitaine du Destination et copropriétaire Jeff Hathaway pour le poids des bateaux des casiers. En octobre 1993, l'architecte rédige un livret d'assiettes et de stabilité avec des instructions pour maintenir la stabilité du navire, la quantité de poids à charger et l'emplacement des casiers à poissons, du carburant et de l'eau. Il indique que le Destination peut transporter jusqu'à 249 casiers, chacun pesant 317 kg. En mai 2011, d'autres travaux sont effectués pour installer un nouveau bulbe d'étrave en acier à la proue. Le rehaussement du pavois offre une protection contre la mer agitée et ajoute plus d'1,5 tonne de poids. David Wilson engage un architecte naval pour concevoir une étrave bulbeuse sous la ligne de flottaison afin de réduire la traînée dans l'eau et de réaliser une nouvelle évaluation de la stabilité du navire. L'architecte recalcule la stabilité en utilisant les informations des livrets d'assiettes et de stabilité de 1993. En janvier 2013, il envoie son évaluation. L'étrave bulbeuse a un effet négligeable, et il ne publie pas de nouveaux livrets de stabilité du navire. Encore une occasion manquée de détecter un problème qui s'accumule. Entre 2016 et 2000, David Wilson achète 125 nouveaux casiers à crabe. Les casiers eux-mêmes pèsent 326 kg, et, une fois l'équipement ajouté, ils pèsent un peu moins de 400 kg, soit presque 80 kg de plus que les calculs utilisés pour produire le livret original d'assiettes et de stabilité. Le 2 février 2017, le responsable de flotte chez Trident Seafood sur l'île Saint-Paul informe David Wilson que l'installation manque d'appât et que le Destination doit en apporter davantage. David Wilson transmet cette information au capitaine Hathaway par SMS. 2 jours plus tard, le 4 février, le Destination arrive à Sandpoint, en Alaska, après 27 jours de pêche à la morue. L'équipage est fatigué, meurtri et épuisé après des quarts de travail éprouvants, avec en moyenne 20 heures de travail et 4 heures de repos pendant presque 1 mois. Aux États-Unis, les bateaux de pêche ne sont pas soumis aux règles de travail et de repos imposées aux autres navires. Et il n'est pas rare qu'un membre d'équipage travaille 2 jours d'affilée pour atteindre un quota avant la fin de la saison. À Sandpoint, l'équipage ne perd pas de temps à préparer le navire pour pêcher l'opilio ou le crabe des neiges. Il remplace le matériel de pêche à la morue et empile les casiers à crabe sur le pont. Le capitaine Hathaway et David Wilson élaborent un plan pour que le navire fasse escale à King Cove et Dutch Harbor afin de charger des appâts et de réparer une fuite dans l'échappement. Le 5 février, au quai de ravitaillement, Trident à Sandpoint, les ouvriers chargent le Destination avec 57 644 litres de diesel, 3 fûts d'huile moteur et un fût d'huile hydraulique. 3 jours plus tard, le Destination part pour King Cove. Après 9 heures de navigation, Hathaway et son équipage arrivent à King Cove et s'amarrent chez Peter Pan Seafoods, où ils chargent un peu moins de 1,4 tonne d'appât de sardines.
Un inspecteur du département de la pêche et de la chasse de l'Alaska inspecte le navire et délivre un certificat d'inspection des crustacés mentionnant un total de 200 casiers à crabes. Il rappelle à Attaway de prévenir les gardes-côtes de la fenêtre de départ de 24 heures exigée par la réglementation de l'État d'Alaska. Le bureau des gardes-côtes reçoit l'appel et propose au capitaine Attaway un contrôle volontaire de stabilité et de sécurité. C'est un contrôle de sécurité de 15 minutes pour confirmer que le nombre de casiers à bord ne dépasse pas le nombre autorisé dans le livret d'instructions de stabilité. Ce n'est pas un contrôle obligatoire et Attaway refuse en disant qu'il a déjà passé ce contrôle la saison précédente et qu'il a en fait moins de casiers à bord. Et à 22h, destination quitte King Cove pour Dutch Harbour. Le lendemain, à 18h30 le 9 février, le capitaine du bateau de pêche April Lane voit destination entrer dans le port de Dutch Harbour. En raison des avertissements du service météorologique national sur le givrage, il s'inquiète du chargement du navire. Il demande à un matelot de filmer avec son téléphone. Le service météorologique national publie des prévisions météorologiques pour la mer de Bering et les îles Aléoutiennes 2 fois par jour, avec des avertissements de givrage couvrant une période de 48 à 72 heures. Les embruns verglaçants sont des projections d'eau de mer qui gèlent sur les surfaces froides, recouvrant le navire d'une couche de glace épaisse. De nombreux capitaines écoutent ces avertissements et choisissent d'attendre de meilleures conditions avant de partir en mer. Attaway n'attend pas. Le danger pour l'équipage, avec les casiers à crabes sur le pont, c'est que les embruns givrants s'accumulent sur le treillis métallique de chaque casier, sur toutes les faces et à tous les niveaux, des piles de casiers. Le Destination transporte généralement 200 casiers empilés sur 5 niveaux. Ils laissent un espace au centre du pont pour l'utiliser comme tunnel afin d'accéder aux trappes des cales à poissons numéro 1, 2 et 3. Les cales numéro 1 et 2 sont remplies d'eau de mer et scellées. La cale numéro 3 est vide et la trappe est laissée ouverte afin qu'ils puissent accéder à la locale de bar par la cale numéro 3, ce qui est une exigence dans le livret de stabilité lors du départ. En cas de perte de direction dans des espaces restreints, ils doivent pouvoir accéder rapidement à la locale de bar. Le Destination s'amarre à l'entrepôt frigorifique Klosterboer pour charger des appâts de calmar. Un membre d'équipage d'un autre bateau de pêche appelé Ocean Rover voit ce qu'il pense être un grand nombre de casiers à crabes chargés sur le Destination et prend quelques photos. De 18h30 à 19h, l'équipage du navire charge 4 palettes d'appâts de calmar, ajoutant ainsi 3 tonnes de poids supplémentaires. Mais la chambre froide à appât du Destination ne peut contenir que 2,7 tonnes et ils ont déjà 1,4 tonnes d'appâts de sardines. L'équipage charge le reste sur les casiers à crabes au milieu du navire, une autre décision dictée par la pression du temps. À 19h00, le Destination met le cap sur Trident Seafoods. Le capitaine Attaway quitte le navire pour aller chercher un joint afin de pouvoir réparer la fuite d'échappement du moteur principal. Alors que le navire est amarré à Trident Seafoods, 2 anciens membres d'équipage du Destination rendent visite au navire. L'ingénieur du Destination parle de la fuite du presse-étoupe qui sépare l'arbre d'hélice de l'océan. Cela les a tourmentés pendant toute la saison de la morue, l'obligeant à pomper l'eau de la cale de la salle des machines toutes les 2 heures. Ils sortent tous ensemble et Attaway invite le groupe au restaurant. Les anciens membres d'équipage peuvent voir que l'équipage du Destination a l'air vraiment épuisé après avoir enchaîné des quarts de 24 heures. À 23h, ils quittent le restaurant et retournent sur leur propre navire. Le Destination quitte Dutch Harbour en direction de Saint-Paul pour stocker ses appâts supplémentaires avant de partir vers l'ouest, vers ses zones de pêche. En naviguant toute la nuit, les membres d'équipage se relaient pour monter la garde pendant 1 ou 2 heures dans la timonerie. Pendant le voyage entre Dutch Harbour et Saint-Paul, Attaway appelle plusieurs fois le capitaine de l'Aleutian Lady par téléphone satellite. L'Aleutian Lady est un navire de pêche appartenant à la même coopérative que le Destination, travaillant ensemble et partageant leurs ressources. Le capitaine Attaway est en retard pour la saison du crabe, parce qu'il a prolongé la saison de la morue. Le capitaine de l'Aleutian Lady dit que la saison du crabe avance lentement et que Attaway a déjà perdu des jours à collecter des appâts supplémentaires. La pression monte pour Attaway. À 13h30, Attaway appelle le responsable de la flotte chez Trident Seafoods à Saint-Paul pour dire qu'il va déposer 5 ou 6 palettes d'appâts pour le stockage. Le Destination est à 14h de l'île Saint-Georges et arrivera à Saint-Paul soit le samedi 11, soit le dimanche 12.
Le SIA du navire, ou système d'identification automatique, montre le navire sur un cap de 325 degrés en direction de l'île Saint-Paul à une vitesse d'environ 8 nœuds après avoir quitté Dutch Harbor. Le SIA est un système de suivi qui diffuse l'identité, la position, la trajectoire, la vitesse et d'autres données d'un navire aux navires locaux, aux stations côtières et aux satellites. À 2 reprises, la trajectoire AIS montre que le destination ralentit, une fois pendant environ 10 minutes et une seconde fois pendant environ 60 minutes, lorsque sa trajectoire change à 0,43 degrés et que sa vitesse ralentit à 0,4 nœuds, mais à 17 miles nautiques au nord de l'île Saint-Georges, un autre bateau de pêche au crabe, Polar Ice, se dirige dans la même direction. Luttant contre des vents de 35 nœuds et des vagues de 5 mètres, il s'arrête aux 4 fois pour que l'équipage casse la glace sur le pont avec des marteaux en nylon. Chaque session de cassage de glace prend environ 5 heures et ils n'ont aucun casier à crabes à bord. Destination dans A. À 4h57, le 11 février, le Service météorologique national diffuse une prévision régionale. Ils émettent un avis aux petites embarcations pour des vents venant du nord-est et des embruns verglaçants tout au long du week-end, des conditions potentiellement dangereuses pour les petits navires. À 5 heures, le Destination traverse le côté sud-ouest de Saint-Georges, se cachant du vent derrière l'île. Il maintient son cap, naviguant à environ 2,5 milles nautiques au large de la côte ouest, augmentant sa vitesse jusqu'à 9 nœuds en profitant de la protection de l'île. Le bateau de pêche Clipper Surprise s'abrite des embruns verglaçants du côté sous le vent de l'île, qui est protégé du vent. Son capitaine voit d'autres navires dans la baie de Zapadny sur son AIS, tous ayant la même idée. Ils attendent la fin de la tempête. Le Destination n'attend pas. À 5h55, Destination franchit Dolnoy Point, la pointe nord-ouest de l'île Saint-Georges. Les eaux de Dolnoy Point sont réputées pour leurs conditions de mer agitées et leur vent violent. La marée vient du sud tandis que le vent souffle du nord-est, dans la direction opposée, forçant les vagues à se briser violemment lorsque ces deux forces opposées se rencontrent. À 6h10, après avoir dépassé Dolnoy Point, le Destination n'est plus protégé par le côté sous le vent de l'île Saint-Georges. Le vent attrape les casiers à crabes gelés comme une voile, ce qui fait gîter ou pencher le navire vers la gauche. Pour contrer cela, j'imagine que le timonier tourne le Destination à tribord, face au vent et aux vagues. Mais à 6h12, après avoir terminé le virage, le vent de face force le navire à perdre de la vitesse, le ralentissant à 0,9 nœuds. Le courant sous le navire s'écoule à 0,8 nœuds par l'arrière, annulant l'effet de l'eau sur leur gouvernail. Le Destination perd la capacité de manœuvrer et la proue pivote complètement face au vent jusqu'à ce que le navire soit totalement retourné à 6h13. Les vagues éclaboussent le pont, mais tous les dallots sont bloqués par la glace. La trappe d'accès de la cale numéro 3 est ouverte et l'eau inonde le navire. Des casiers à crabes surchargés, des appâts stockés en hauteur sur le pont, de la glace lourde qui s'accumule, le navire, devenu lourd dans les hauts, perd sa stabilité. En quelques minutes, le navire chavire et coule. Alors que l'eau de mer glacée envahit les quartiers d'habitation du navire, l'équipage n'a probablement pas le temps d'enfiler ses combinaisons de survie. Le choc thermique de l'eau froide peut vous tuer en moins de 3 minutes, sauf si vous vous noyez avant. Sans combinaison de survie ni radeau de sauvetage, les chances de survie de l'équipage sont presque nulles. À 6h13, la balise de détresse du Destination envoie un message d'urgence. Le centre de commandement du district 17 des gardes-côtes, situé à Juneau, en Alaska, reçoit l'alerte de détresse de la balise EUPERB. Une minute plus tard, à 6h14, le navire disparaît de leur écran radar. Ni les gardes-côtes, ni aucun autre navire opérant dans la zone n'entendent ou ne reçoivent d'appel de détresse Mayday de la part du Destination. Le centre de commandement des gardes-côtes tente de joindre le navire, sans réponse. À 6h44, le coordinateur de mission des gardes-côtes mobilise une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle. Un hélicoptère MH-60 de Cold Bay se prépare à décoller, mais ils doivent attendre un deuxième hélicoptère. En raison de l'étendue de l'eau, l'hélicoptère de Cold Bay ne peut pas décoller tant que celui de Kodiak n'est pas à moins de 2 heures de sa position.
Une mesure de sécurité pour l'équipage au cas où l'un des deux appareils amérirait dans les eaux presque glaciales. À 7h45, un avion à voilure fixe HC-130 décolle de la base aérienne de la garde côtière de Kodiak, à 495 miles de la dernière position connue du destination. À 8h09, un hélicoptère MH-60 de la garde côtière tente de décoller de Kodiak pour servir d'escorte au MH-60 venant de Cold Bay. Mais de la glace s'accumule dans les entrées du moteur pendant que l'hélicoptère roule sur la piste. Le pilote doit retourner au hangar pour dégivrer les entrées du moteur. 30 minutes plus tard, l'hélicoptère à Kodiak est dans les airs. Les bateaux de pêche à proximité sont les premiers à arriver sur les lieux. À 9h30, l'équipage du Silver Spray trouve des débris et une nappe d'huile à 3,9 milles nautiques de la dernière position SIA connue du destination. 20 minutes plus tard, le Bering Rose arrive mais ne signale aucune trace du navire. À 10h13, après presque 2h30, l'avion à voilure fixe HC-130 de la garde côtière survole l'île Saint-Georges. L'hélicoptère MH-60 de Cold Bay arrive peu après. À 11h40, l'équipage à bord du Silver Spray récupère une bouée de sauvetage portant le nom du bateau de pêche Destination. L'hélicoptère MH-60 arrive à la dernière position connue du destination et localise la balise de détresse à moins d'un demi-mille nautique de l'île Saint-Georges. L'hélicoptère guide le Silver Spray vers sa position. À 12h25, l'équipage du Silver Spray récupère la balise de détresse. Le 14 février, après avoir passé plus de 3 jours à fouiller 4 972 milles nautiques carrés, les gardes-côtes suspendent les recherches. Il n'y a aucun survivant. Le 8 juillet 2017, un navire de l'Administration nationale océanique et atmosphérique inspecte la zone près de la dernière position connue du destination à l'aide d'un sonar à balayage latéral. Une cible correspondant à la description du destination est localisée reposant sur son flanc bâbord, orienté vers le sud-ouest à 78 mètres de profondeur, à environ 6 milles nautiques au nord de Dolnoy Point. Les gardes-côtes utilisent un ROV pour enquêter. Ils confirment que la cible est le navire de pêche Destination. De forts courants les empêchent de manœuvrer le ROV assez près pour un examen détaillé de la coque, mais ils récupèrent tout de même un casier à crabe. Le casier pèse 399 kg, y compris le matériel stocké à l'intérieur. C'est 82 kg de plus que les calculs de stabilité. Avec 200 casiers à crabe près de 2 tonnes d'appât sur le pont et la glace qui s'accumule rapidement, le Destination n'a tenu que 4 minutes entre le premier signe de problème et la perte de son signal. Cliquez sur la vidéo pour voir d'autres catastrophes.